Allez, on va démarrer. Pouf. Ah. Voilà. On démarre avec la première partie de ce live. C'est les films de l'année 2024. Alors j'en ai vu, je crois, au cinéma, hein, j'entends, hein, les films qui sont sortis au cinéma et que j'ai vus au cinéma. Je crois que j'en ai vu 14. C'est plus que l'an dernier et je trouve que ça a été assez riche, en fait, assez varié. Donc, je trouve que globalement, en fait, l'année 2024 a été plutôt une bonne année. Cinéma, pas forcément au niveau des blockbusters, mais il y a eu des choses intéressantes de part et d'autre. En sachant que j'ai pas tout vu, hein, j'ai vraiment vu une partie, quoi, et puis en fonction à la fois des disponibilités, à la fois de choix et donc soit ce qui était possible de voir, de timing, de tout ça. Donc évidemment qu'il m'en reste plein à rattraper, mais globalement, cette année ciné, je trouve qu'elle a été plutôt très cool. Plutôt très cool. Donc autant en profiter. Hop, 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 hop. Et donc on va parler du premier film que j'ai vu Le premier film que j'ai vu en 2024, c'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Tac, tac. Alors, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, donc il y a eu l'Oscar de la meilleure actrice parce qu'il est sorti en fait en fin d'année aux États-Unis et donc du coup il a eu plusieurs récompenses, Golden Globe je crois de la meilleure comédie ou comédie musicale, meilleure actrice pour Emma Stone, donc c'est pas mal quoi, c'est pas mal. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes films préférés de cette année. Notamment parce que moi je sais pas pourquoi j'ai une fascination pour le mythe de Frankenstein sous toutes ses formes, le mythe de la créature, tout ça. Je pense que ça questionne beaucoup notre humanité, notre construction en tant qu'individu dans une société en plus. Et le film Pauvre créature, il fait tout ça, hein, il questionne comme Frankenstein. En plus, il lui apporte cette dimension féministe, hein, vraiment une dimension du rapport à la femme, du rapport à son corps dans cette époque, sa libération et la manière dont justement elle va s'affirmer aussi en tant que femme, mais en tant que personne. Et je suis pas forcément un fan de Yorgos Lanthimos, par exemple. J'ai essayé de regarder par la suite La Favorite et j'ai pas forcément adhéré de fou. Je suis pas rentré dedans comme je suis rentré dans Pauvre créature où peut-être que la dimension fantastique c'est ça qui m'accroche aussi beaucoup. Visuellement il y a un côté expérimental et ça rappelle vraiment le cinéma des origines que j'adore quoi. C'est tout un cinéma pictural avec la technique du volume notamment. Donc la technologie du volume, c'est le nouveau fond vert, quoi, en gros, mais ils utilisent ça pour créer des décors presque impressionnistes, quoi, que je trouvais vachement bien. Donc visuellement, il y a des choses très fortes. Il y a un ton aussi et des ruptures de ton qui me plaisent beaucoup. Étonnamment, c'est un film qui pourrait être très intellectuel, mais qui m'a beaucoup touché émotionnellement. Euh, je sais pas pourquoi j'ai bu cette tasse de thé maintenant, j'avais soif. Mais c'est un film qui m'a beaucoup touché émotionnellement et voilà, que j'ai trouvé très fort, tout simplement. Tout simplement et ça m'a fait dire que voilà, c'est ça que j'aime aussi au cinéma, c'est voir des films comme ça avec des propositions et des langages, quoi, un langage très fort. Voilà, superbement interprété évidemment par tous les comédiens et comédiennes, Emma Stone évidemment en tête. Et voilà. Donc Pauvre créature, j'ai lu le bouquin aussi par la suite, qui est pas mal du tout, hein, qui est vraiment très bien pour le coup. Il y a quelques variations il y a même de sérieuses variations entre le film et le livre, mais j'ai trouvé que les variations qu'il y avait, en tout cas l'angle qui était proposé par Yorgos Lanthimos, c'est vachement bien en fait. C'est très très pertinent. Il y a les choix, les changements et tout sont très pertinents. Le film est très cohérent. Donc super. Pauvre créature, vraiment, c'est un de mes top. Donc c'était le premier film que je voyais en 2024. Je fais oh cool. Normalement on va avoir une bonne année. Je me suis dit j'aurais jamais aussi bien. Mais non. Donc je vous recommande Pauvre créature. C'est banger. C'est banger. C'est banger. Le deuxième film que j'ai vu
C'est un hasard du calendrier, mais pourquoi pas en fait. Tac, il reste encore demain. Il faut que j'aille faire une recherche pour me rappeler le nom de l'actrice réalisatrice de Il reste encore demain. Mes excuses. C'è ancora domani. Paola Cortelesi. Je vais essayer. Paola Cortelesi. Très bien. Je sais pas si c'est raciste ce que je viens de faire, mais je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Bon, bref. Donc il reste encore demain. Quel est le pitch du film? J'ai pas pitché Pauvre créature, pauvre de moi. Bon, c'est pas grave, vous le cherchez sur internet. De toute façon, c'est un film relativement connu. Il reste encore demain, qui est un film un peu moins connu, même si ça a été un phénomène. Donc en Italie déjà, ça a été un succès phénomène. Et en France, mine de rien, bah, pour un film italien en noir et blanc, bah, il a quand même plutôt pas mal marché. Euh, Ça se situe dans l'Italie des années 40. Je pense que c'est l'après-guerre quand même. Il me semble que c'est en 46. Bah, en fait, il y a un indice quand même pour savoir. Ouais, c'est ça. C'est juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il me semble que c'est 46 la date est importante. Bref, peu importe. En tout cas, c'est au lendemain de la guerre. Et ça parle de la condition féminine dans ce contexte-là. Déjà, c'est une reconstitution de cette époque d'après-guerre où finalement il y a une espèce de marasme, de dépression, où tout est à faire en fait. Et on suit le portrait, le parcours du personnage de Delia, donc, qui est une mère au foyer, qui travaille quand même, qui travaille, mais pour reverser l'argent au foyer, donc au mari, hein, qui est une femme battue, et qui s'interroge sur sa condition de femme dans cette époque-là, dans cette période en plus euh, charnière, on va dire, compliquée. Donc il y a plusieurs rebondissements autour de cette vie, la vie de son foyer, et elle reçoit une mystérieuse lettre, donc au début du film, on ne sait pas à quoi ça correspond, mais en tout cas c'est quelque chose d'important qui va bouleverser sa vie, et pas que la sienne d'ailleurs. Donc voilà, et sans vouloir, il ne faut pas vous en dévoiler plus, mais je vous recommande à 10 000%, c'est un film pareil qui m'a vraiment énormément touché. C'est une fable néo-réaliste, donc qui s'inscrit vraiment dans le néo-réalisme. Il y a des moments de suspension du réel, avec des scénettes assez théâtrales, symboliques et presque parfois burlesques, pour parler de la gravité, quoi. C'est parce que à chaque fois qu'elle est battue, en fait, par son mari, hein, par son époux, ben, la mise en scène sort du réel pour donner un côté fantasmagorique à ces séquences, ce qui a pour effet, voilà, déjà de nous amoindrir la violence visuelle, mais pas la violence symbolique. Pas la violence symbolique. Donc on ressent tout à fait bah, les difficultés que peuvent rencontrer Delia. Voilà. Et puis, comme Pauvre créature, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a cette filiation peut-être un peu. Il y a des ruptures de ton. Il y a des ruptures de ton. On est tantôt dans quelque chose de plus dramatique, mais il y a beaucoup de burlesque et beaucoup d'humour noir, en fait, euh, comme pour cacher un peu cette espèce de mélancolie ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un très très bon film, hein. C'est vraiment un très très bon film. Il reste encore demain. Pareil, un de mes films préférés de l'année. À croire que voilà, j'ai commencé l'année avec. Mais non, il y en a d'autres par la suite. Mais donc je vous recommande de fou Il reste encore demain, qui est un film important en tout cas et qui mérite d'être vu, revu, étudié. Je pense que c'est des films, voilà, qui avec le temps seront montrés notamment je pense dans le cursus scolaire, quoi. Ce serait super de montrer ça à des lycéens, lycéennes, ne serait-ce que pour leur rappeler euh, bah, par quoi on est passé par quoi passe une société en fait pour faire évoluer, et qu'est-ce que c'est que la condition humaine, en fait, la condition humaine en fonction d'un contexte. Donc si on veut savoir, si on veut avoir une vision un peu de qu'est-ce que c'était la vie après-guerre, euh, a fortiori du point de vue féminin en plus, c'est quand même quelque chose une âme supplémentaire. Je pense qu'on peut regarder Il reste encore demain, voilà, c'est fondamental. C'est fondamental. Et ben, plus j'en parle, plus je me dis, voilà, s'il y a un film qu'il faut vraiment, qui a un vrai impact sociologique, on va dire, et culturel, et qui peut durablement
influencé, c'est ça. Il reste encore demain. C'è ancora domani. D'ailleurs, je vais mettre quand même, histoire de marquer un peu le coup. Hop. Je vais quand même mettre en visuel l'affiche. Parce que c'est vraiment un film important, quoi. C'est vraiment un film où on peut pas. Hop, hop. C'è ancora domani. En plus, l'italien est une très jolie langue, donc moi j'ai eu la chance de le voir en VO. Bon, la chance, je suis allé le chercher, quoi. Mais j'ai eu la chance de le voir en VO et c'est vraiment très très bien, quoi. C'è ancora domani, c'è ancora domani. Il est là. Voilà. Ah bah on va regarder la bande-annonce même, eh oh. Alors, on fait les choses à moitié ou pas? Mais de mes souvenirs, la bande-annonce. En plus, oui, il fait pareil comme pauvre créature au niveau des choix stylistiques, etc. Bah, Paola Cortellesi, elle s'autorise de la musique anachronique. C'est-à-dire que du coup, un peu à la manière je pense que Sofia Coppola, ça a dû probablement l'influencer, ce que Sofia Coppola avait fait sur Marie-Antoinette. Il y a parfois de la musique anachronique, voilà, avec du hip-hop, des trucs comme ça. Ce qui ne gâche rien, quoi. Ça gâche rien. Finalement, il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas utiliser de la musique rock alors que le film se passe en 46. Il n'y a pas de raison à ça. C'est assez audacieux et ça confère aussi au film alors à la fois un classicisme et en même temps une modernité qui est bienvenue. Donc vraiment, vraiment super film. Il reste encore demain. C'est là. Alors attendez que je me plante pas. C'est là. Est-ce qu'on y est? Ouais, on y est. On y est. C'est bon. C'est parti. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te? Ho Sta fatto. zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manastia incapace di tua madre. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me. Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, lei è una brava donna di casa. Perché me ne leva dalle mani. Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una, ma forte. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrà non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmo te, che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i soldi tua. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. Io è proprio a lei che penso. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come hai capito io? Te però sei in tempo. Quando stai andando? Pure te, ma. Voilà, il reste encore demain. Très très bon film, indispensable. On y va, on regarde, on se pose pas de questions. Là, pour le coup, il n'y a aucune contre-indication, quoi. C'est à part, oui, bon, aimer le noir et blanc, aimer le truc comme ça, mais au bout d'un moment, faut avoir juste l'esprit ouvert et ça se passera bien, quoi. C'est une merveille. Ok, bon, on continue notre tour de l'année 2024, cinématographique 2024. Donc on était sur Il reste encore demain, je pense que le suivant, si je dis pas de bêtises, j'espère que je ne l'ai pas oublié, on verra. Attention, attention. Dune 2.
Et par la même occasion, j'ai vu le premier juste un peu avant, parce qu'ils avaient ressorti le premier en salle juste avant la sortie du 2, donc j'ai pu voir les deux en salle. Ce qui est quand même cool, parce que j'avais pas vu j'avais pas vu le premier, et bien m'en a pris. Je pense que j'aurais été très frustré et pas forcément aussi enthousiaste. Plutôt qu'en enchaînant les deux, je trouve que c'était la bonne manière de le découvrir finalement. Parce que j'aurais été très frustré à mon avis de découvrir le premier et me dire qu'il faut attendre 3 ans parce que le premier c'est clairement une moitié de film en fait. C'est une moitié de film, il n'y a pas de climax, il n'y a rien. Donc si j'avais pas eu cette promesse immédiate d'avoir la suite, je pense que j'aurais été très énervé. Je pense que j'aurais été très énervé. Alors les deux Dune, on va dire, on va faire le pactage des deux Dune de Denis Villeneuve. J'ai globalement beaucoup aimé parce que je suis pas comme un fou du visuel du film, et je pense que c'est un peu le souci que j'ai avec le Denis Villeneuve. C'est que visuellement je trouve que c'est pas un cinéaste visuel, c'est plus un truc un peu d'intellect ou quoi que ce soit, j'ai l'impression. Et pour un film de SF comme Dune, je m'attends à avoir des images fortes, quoi, à avoir des trucs qui sont marquants en termes de scénographie, tout ça. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas, même si dans le deuxième notamment il y a quand même des choses assez impressionnantes. En revanche, je trouve que justement dans l'idée des gros blockbusters ou quoi que ce soit, c'est quand même le haut du panier. Parce que c'est le récit qui est au cœur des préoccupations de Denis Villeneuve, et sa volonté de faire un récit dense. Donc même dans le premier, il y a une exposition qui est un peu lente, un peu longue et tout, mais ça t'expose vraiment bien. Et du coup, t'es vachement marqué par ce parcours initiatique. Il y a un vrai parcours initiatif très marqué. Donc c'est surtout au niveau scénaristique que je trouvais ça brillant. Et que c'est quelque chose qui manque en plus dans la plupart des blockbusters, c'est d'avoir une structure et des personnages avec des vraies trajectoires, des vrais des vrais parcours, voilà, des vraies évolutions, des vrais drames, d'une vraie dramaturgie, quoi, ou quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on trouve dans les deux Dune, dans cette évolution. Et puis j'ai été frappé, donc du coup, n'ayant pas lu, donc j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai été très surpris par l'évolution et très marqué par cette trajectoire auquel je ne m'attendais pas, quoi. Je m'attendais pas du tout sans dévoiler la fin du coup, mais je m'attendais pas du tout à cette fin-là qui m'a profondément marqué, parce que je me suis dit waouh, ça te raconte quelque chose, quoi. Ça te questionne un peu sur alors ça plus de comme pas comme il reste encore demain aux pauvres créatures, là c'est plus sur l'ordre civilisationnel en fait. Mais donc voilà, donc les deux Dune vraiment bien. Je suis pas autant enthousiaste que certains pourraient l'être sur les deux Dune, tu vois. J'en ferai pas forcément ma grosse rêve de SF ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est des films extrêmement solides, et je pense qu'ils peuvent se revoir ou quoi que ce soit, et en tout cas si t'as envie de voir un bon récit, de te dire voilà, j'ai envie d'avoir une bonne histoire bien solide, bien ficelée, tu peux aller sur ces deux Dune facile. Je suis pas sûr qu'il y ait une dimension philosophique aussi forte que ça aurait pu l'être. Je pense qu'on est vraiment plus dans une efficacité intuitive et dans une efficacité d'évocation. Reste que voilà, ça reste. Donc il me manque peut-être ça, peut-être ce supplément de voilà. Mais ça te questionne quand même sur les choses civilisationnelles, donc c'est vachement bien. Dune, ça reste quand même un blockbuster solide par rapport à d'autres, et par rapport on va dire la norme actuelle des blockbusters, c'est largement au-dessus, c'est largement supérieur. Donc bravo Denis Villeneuve. Je bois ma petite tasse de thé avant de passer au prochain. Je pense que c'est lui. Attendez, parce que je ne sais plus, j'essaie de me refaire l'année. Ouais, je pense que le suivant ça a été lui. Je vais regarder chronologiquement. Hop. Ouais, c'est lui. Alors, le prochain. Pouf. Nous les Leroy.
Nous et le roi, alors j'explique très clairement, c'est pas du tout le genre de film que j'aurais été voir en salle habituellement, mais c'est parce que c'est écrit et réalisé par Flaubert. Flaubert, bien connu de ceux qui regardent un peu YouTube, qui est le scénariste du Flambeau, de La Flamme, qui est un cinéphile aguerri, quoi, et qui est là depuis l'époque de Golden Moustache, etc. Donc je suis absolument fan du bonhomme et fan de son travail d'écriture en plus, et puis voilà, de tout ce qu'il fait. Donc c'est surtout il est surtout reconnu pour ses qualités d'écriture. Et donc je voulais voir qu'est-ce que ça va donner au cinéma. La thématique me touche pas forcément personnellement, je pense que c'est quelque chose qui doit te toucher un peu intimement, mais j'ai trouvé globalement le film super réussi, quoi, super réussi et très vrai, quoi, par rapport à une comédie de situation. Ce que rajoute Flaubert quand même dans sa structure, dans tout ça, c'est un supplément d'âme, où c'est presque une dramédie, je dirais, presque, parce qu'elle cueille quelque chose, en tout cas sur des personnages contemporains dans nos sociétés françaises contemporaines, de la famille telle qu'elle est construite, on va dire, dans notre conditionnement. Ça capture quelque chose, quoi. Ça capture quelque chose dans l'air du temps, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est la thématique? La thématique, c'est donc une famille de 4 personnes, donc les parents incarnés par José Garcia et Charlotte Gainsbourg, ainsi que leurs enfants. Je suis absolument désolé, j'ai pas le nom des deux comédiennes qui jouent leurs enfants. Je vais me rattraper tout de suite parce que ça se fait pas. Donc on va respecter quand même un peu les gens. Hop. Lily Aubry qui joue donc la fille, et Adrien Aulmet, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui joue le fils. Donc voilà, toute cette belle famille se voit confrontée au fait que Charlotte Gainsbourg José Garcia veut quitter le foyer, et donc ça bouleverse un peu toutes leurs habitudes, et José Garcia donc propose pour sauver la famille de faire un voyage initiatique, un road trip à travers tous les moments clés, voilà, de leur histoire. Donc c'est hyper touchant comme pitch. Le film fonctionne bien, il y a des gags de situation très drôles. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un film, voilà, très chouette, et ça peut rapidement devenir un film doudou, dans le sens où c'est le genre de film où tu te dis ouais, je veux regarder ça. C'est un film où on peut se balader dedans et revoir le truc, donc pourquoi pas. On va se mater la bande-annonce. Alors vous avez compris, moi je vais pas forcément regarder toutes les bandes annonces, mais au moins sur les films importants. Pas les films importants justement, pas les films que tout le monde connaît. Dune, je pense que ça sert à rien de regarder la bande annonce. Pareil, Deadpool et Wolverine, on va pas y aller sur la bande annonce, mais par contre sur ces films là qui ont peut-être eu moins d'exposition, je vais les mettre en valeur, quoi. C'est ça l'idée. Tiche. Voilà, super, la pub pour l'alcool. On est bon ou on n'est pas bon? Ne buvez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali. Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique. Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers, et il y a une attraction où on traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait. Comment vous réagiriez si je vous disais que je sentais le besoin de me séparer de votre papa? Moi, tu sais, je me casse bientôt à la fac, donc... Alors, tu veux me quitter, c'est ça? Je veux pas qu'on se déteste pour autant. Non, écoute, ne sors pas toutes ces phrases à la con, là. C'est pas toi, c'est moi. Bah non, c'est toi. Hein? J'ai réfléchi toute la nuit. Ah merde. Non, pas ah merde, justement. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule, là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. On voudrait un dessin de nous quatre, s'il vous plaît. C'est 80 €. Vous êtes Banksy ou quoi? Ah mais ça va, je vais les mettre moi. Ça va finir à la poubelle. Je vous entends, hein.
Je suis juste à côté. Imagine le week-end, il se passe pas comme t'as prévu. Ouais, genre si elle te largue. Vous voulez pas essayer de me soutenir de temps en temps? On pourrait peut-être continuer à vivre ensemble sans être en couple. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Mais putain, vous êtes grands, faites les grands à un moment. Comment on est censé faire, nous, si vous faites pas les grands? Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Je peux me permettre un conseil? Mordez le volant. Moi, quand je suis énervé, je fais ça, je mords le volant. Comme ça, allez-y, fort, très très fort, et on mord. Le cri est terrifiant. Ça m'a glacé le sang, le cri. Hop là. Ouais, donc très bien, Nous les Rois. Ben étonnamment, c'est pas forcément le rire que j'ai retenu, c'est surtout un film très touchant, quoi. Enfin, vraiment, étonnamment. Donc on est plus finalement sur la comédie indépendante américaine. C'est plus ça la référence que ce que j'aurais. Il y a une tendresse dans le film qui est absolument réconfortante. Nous les Rois, vous pouvez y aller, quoi. C'est cool. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Nous les Rois. On peut enchaîner tranquillement. Alors, attendez que je prépare la suite. Je pense que c'est ça la suite. Ah, gros morceau. Attention. Bam. Furiosa, le nouveau Mad Max. Alors, gros morceau ça, Furiosa, gros morceau. Une fois n'est pas coutume, on va regarder la bande-annonce parce que c'est un film qui a pas autant marché, qui a pas du tout marché comme il aurait dû. Et c'est un drame absolu. C'est un drame absolu qu'un film comme ça marche pas. Donc, on regarde la bande-annonce, j'en parle après. Furiosa, you've come too far. Furiosa! They took Furiosa! As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood. My mother. I want them back. I want them back. Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the green place. It's time to take what's rightfully ours. Ready, steady, go! Where are you going? So full of hope. There is no hope. If you find him, he's mine. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Remember me.
Ok. Donc, Furiosa, je vais pas en dire beaucoup de choses, à part que je suis passé à côté du film la première fois que je l'ai vu. Et je pense que j'ai adoré la deuxième fois, mais je suis passé à côté aussi. Je pense que c'est un film qui est beaucoup plus intelligent que moi. Il m'a manqué l'immédiateté émotionnelle et le choc que représentait Mad Max Fury Road. C'est pour ça que je pense que il y a eu un rejet de ma part. Je me suis vachement questionné sur Furiosa parce que c'était le film, clairement je le dis, c'était le film que j'attendais le plus de cette année et j'étais persuadé voilà, que ça allait me faire le même effet que Fury Road. Ou Fury Road, vraiment j'ai oublié tout le reste de ce qu'il y a vu quand Fury Road est sorti, je crois que c'était 2015, hein, ouais. Et j'ai oublié tout le reste parce que c'était tellement une leçon de cinéma et une expérience qu'on n'a jamais revécue par la suite. Et donc du coup j'étais dans cette expectative-là quand je regardais Furiosa. Alors que c'est pas la même chose, déjà c'est ce deuil-là à faire, mais ça reste hyper spectaculaire, ça reste hyper audacieux, ça reste un récit mythologique, tout ça. Donc il y a tous les ingrédients en fait pour que ce film-là soit. Donc je pense que c'est un film qui va grandir avec le temps et que j'ai repris rendez-vous avec lui avec ce film. C'est un malheur que ce fut un échec commercial et c'est une horreur pour le cinéma, une très mauvaise nouvelle parce que des films comme ça, c'est des films qui donnent énormément à leur public et qui pour le coup questionnent énormément le côté civilisationnel, l'organisation, tout ça. Le récit mythologique, le récit de vengeance, la construction d'une icône, donc tout ça, enfin c'est vraiment un film, comme je le disais, beaucoup plus intelligent que moi et qu'il faudra que je réétudie avec beaucoup plus d'humilité et de sérieux en me disant bon attendez, on va se reposer dessus, on va regarder ça, on va réétudier ça. On va se calmer, 2 minutes. Alors effectivement, c'est pas Fury Road et ça n'a pas été le choc de Fury Road, mais c'est normal en réalité, parce que ça l'est pas. Donc si je veux revoir Fury Road, je vais revoir Fury Road. En revanche, ce que ça n'est pas, c'est une ressucée aussi de Fury Road et ce que font la plupart des films saga en gros qui exploitent les marques. C'est pas ce qu'on fait Star Wars. C'est pas comme ça. Ça propose quelque chose de fou. Et c'est à 10 coudées en termes de spectacle proposé, c'est à 10 coudées au-dessus de tout ce qui a été proposé cette année, ce qui a été proposé en termes de design, en termes de tout, j'en passe quoi. Le climax est incroyable, il y a de poésie. Chris Hemsworth est absolument spectaculaire et divin dans le rôle des Mantus, et Anya Taylor-Joy est incroyable aussi en Furiosa, de rage, de fureur, de tout ça. Voilà, donc c'est un film que je reverrai en tout cas et que je réétudierai avec le plus grand le plus grand sérieux et la plus grande humilité en me disant voilà, je suis passé à côté, donc on va y retourner quoi. On y retourne mais cette fois-ci sans faire le malin quoi, sans faire le malin et voilà. Donc voilà, Furiosa, je prépare la suite et si vous l'avez pas vu, voilà, si démerdez-vous, voyez-le parce que c'est quand même cool quoi. Je crois qu'il y a eu une grosse pause ensuite après Furiosa. Waouh, j'ai enchaîné ça. D'accord. Certainement alors. Ok. Bon, on s'attaque à un autre gros morceau de l'année. Hein. Pouf. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. J'ai fait une longue vidéo hein, pour parler du Comte de Monte Cristo. Clairement un des plus grands films de cette année, hein. Il n'y a pas beaucoup de polémique de ma part. Je veux pas non plus redire tout ce que... Enfin, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, donc parce que du coup j'ai un petit re-questionné. Grand film populaire, hyper bien écrit, hyper touchant, romanesque. Ça plaît populaire dans le bon sens du terme, ça peut plaire des personnes à 7 à 77 ans, quel que soit ça peut plaire à un public un peu plus intellectuel ou un peu plus primaire, mais pas dans le sens péjoratif, hein, j'entends, hein, parce que j'aime beaucoup les films primaires, et d'ailleurs le film d'après il va parler à ce type de cinéma là, le cinéma primaire on va dire, voilà. Mais il répond aux deux.
Voilà, brillamment interprété par tout le casting, Pierre Ninet en tête. Film qui restera assurément comme un... Donc c'est génial d'être juste témoin de ça, d'un film phénomène, et que d'être d'accord avec le phénomène, parce qu'il y a certains films français qui ont des phénomènes que je comprends pas tellement, ou en tout cas qui me touchent pas. Voilà, je vais pas les citer, mais des grandes comédies populaires, voilà, qui me touchent pas. Celui-ci me touche à 2000%, et c'est vachement bien, et il en faut plein, et ça fait resplendir la culture française en plus. Premier réflexe, et je pense qu'on est nombreux à avoir eu ce réflexe-là, c'est d'essayer de se tourner vers le bouquin de Dumas, du coup. Donc c'est à tout niveau, c'est banger, quoi. C'est absolument remarquable. Donc Monte Cristo, parfait. Monte Cristo, rien à dire de plus dessus. Je vais pas me réétayer tout ce qui a pu être dit de dithyrambique dessus. Je suis d'accord. Voilà, pas de polémique. Pas de polémique. On va rester un peu plus longtemps sur le prochain parce que c'est un film pour le coup qui n'a pas fait, je sais même pas combien d'entrées il a fait. Je pense que c'est un film qui est sorti un peu en catimini malheureusement, d'un des plus grands cinéastes français de sa génération, mais en tout cas actuelle, en activité. Ouf. C'est Elias de Florent Emilio Siri. Alors, tuche. Là, on va regarder la bande-annonce, et là, pour le coup, on va en parler plus longuement, parce que, malheureusement, du coup, c'était à un moment où je faisais pas vraiment beaucoup de vidéos, et donc, du coup, j'ai pas proposé une critique du film, ce qui est dommage, parce que c'est un film qu'il fallait soutenir. Florent Emilio Siri, donc, c'est un de mes cinéastes français préférés, parce que c'est quelqu'un qui a une science du découpage, une science de la chorégraphie, une science de l'image. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé essentiellement dans les films d'action, mais pas que, parce qu'il y a un autre film que j'aime beaucoup qui n'est pas un film d'action. Mais il a une science, quoi. C'est vraiment l'équivalent de John McTiernan français. Je pense pas qu'il rougirait quand de la comparaison. Donc il a fait Need Gap, Otage, L'ennemi intime, Clo-Clo. J'ai pas vu sa comédie. Ça faisait longtemps en plus qu'il avait pas fait de long métrage, donc c'est génial de voir qu'il est de retour. C'est un pur film, donc Elias, c'est un pur film de genre qui s'inscrit donc dans le cinéma d'action, on va dire, dont il faut accepter le côté régressif, mais qui pour autant, alors même s'il a un côté régressif, John Wick, tout ça, voilà, si on voulait des référents un peu immédiats. Ça te défonce John Wick, faut arrêter John Wick, mais bon, peu importe. Mais si vous voulez des référents immédiats, c'est ça, c'est donc du cinéma d'action primaire, et en même temps qui a un sous-texte politique, culturel, notamment sur l'immigration, sur ce genre de choses, qui est très présent. Donc c'est un pur film de genre, mais c'est absolument remarquable et très très prenant, quoi. Très prenant. À condition d'accepter la règle du jeu, qui est de se dire c'est à la fois très sérieux, mais en même temps on va quand même vers le plaisir régressif. Voilà, Rush Dizem, c'est Tom Cruise dedans, et il faut accepter ce postulat là, se conditionner là-dessus, et vous prendrez un pied monumental, parce que vraiment les scènes d'action sont incroyables. C'est un pur plaisir, voilà, régressif. Il faut accepter ça, faut pas être snob. Parce qu'en plus c'est un film qui est intelligent, quoi, dans ce qu'il raconte, sous ses airs de gros Z régressif, ce qu'on veut. Les Z, encore non, c'est pas respectueux, parce que Z, un film de série Z, on va dire, c'est un film qui est pas soigné dans sa mise en scène. Or là il est extrêmement soigné dans sa mise en scène. C'est de l'or, quoi. C'est de l'or. Et ça fait la nique à beaucoup de films d'action, toute nationalité confondue, quoi. C'est pas juste cinéma américain, cinéma français, quoi que ce soit. Une référence du découpage, voilà, c'est Elias de Florent Emilio Siri. J'ai quelque chose Attendez, je suis pas prêt. J'ai quelque chose pour toi. Une boîte de vigile qui a besoin d'un renfort. Ça allait rassurer un mec comme toi. C'est quoi un mec comme moi? Fais bien attention à tout ce que tu dis. La gamine, c'est une vraie peste. D'accord, je travaille pour moi. Elle a déjà viré 3 vigiles. Non! Faut qu'on fasse attention, j'ai vu des choses dehors.
Attachez-vous. Si on me retrouve, je serai condamnée. Elias. Comment rien dit? C'est pas ton problème. C'est coupé du monde. Toujours là, mais plus vraiment. Comme une machine en veille. Attention! Et vous l'avez remis en marche. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Oups, j'avais plus de micro, pardon. Je disais, oui, je parlais de Capture Mag, donc il y a un super podcast cinéma que je vous recommande. Voilà, c'est souvent un podcast que j'écoute. Et justement, ils avaient fait une émission spéciale avec Florent Emilio Siri, qui revenait sur la carrière de Florent Emilio Siri, et c'était vachement bien. Et donc, Florent Emilio Siri, donc Elias, très grand film d'action, très grand film, voilà, vraiment super film. À condition, voilà, d'aimer le genre ou quoi que ce soit. Ça s'adresse immédiatement. C'est pas un film qui est entre guillemets ouvert, comme peut l'être Monte Cristo par exemple. Il faut accepter la règle du jeu, quoi. Mais à partir du moment où tu l'acceptes, tu prends un pied de monstre, quoi. Tu prends un pied de monstre, un pur plaisir de cinéma régressif, ce qu'on veut. Je voudrais revenir un peu sur Florent Emilio Siri parce que c'est un cinéaste dont on n'a pas assez, c'est pas assez. C'est un mec qui aurait dû avoir très clairement un César. Donc on va revenir sur L'ennemi intime par exemple. L'Algérie est devenue indépendante en 1962. C'était écrit depuis le début. On s'était battu en vain. Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un ordre. Le sergent Douniac va vous accompagner jusqu'à vos quartiers. Vous avez de la famille qui vous attend en France, sergent? Non, pas grand monde. Et vous? J'ai une femme et un petit garçon. Vous devriez aller les rejoindre. On est lâché, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu personne, chef. Il ment. Ouais. Pas de ça avec moi. Il paraît que vous avez des états d'âme, les panthériens. Roger! Roger! Faut que vous compreniez qu'on mène une guerre psychologique. Regardez bien, c'est ça, le vrai visage de la rébellion. Faut pas croire que c'est la sauvagerie gratuite. Ils ont voulu faire un exemple. Il a pas l'air d'encaisser. Les félins ont peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine. Je crois que le napalm est utilisé qu'en cas de guerre. Pourquoi vous parlez de guerre, mon lieutenant? Officiellement, il s'agit de maintien de l'ordre. Certains d'entre vous se demandent parfois ce qu'ils font en Algérie. Loin de chez eux. J'espère maintenant que chacun sait pourquoi il se bat. Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Vous venez d'arriver, lieutenant. Vous verrez, vous changerez. Comme nous tous. Je crois pas, non. Voilà, je recommande de se pencher sur Florent Emilio Siri et sur sa filmographie. Clo-Clo par exemple, qui est un film beaucoup plus ouvert. C'est un super film pareil, et c'est surtout essentiellement dû à la maîtrise en fait. Moi je parle d'une maîtrise scientifique autant que d'un plaisir immédiat, quoi. Il y a une maîtrise scientifique chez Florent Emilio Siri qui est absolument remarquable et qu'on retrouve chez très peu ou rarement, quoi, dans le cinéma français et même international, quoi. C'est vraiment un mec sous-coté, quoi, parce que voilà, c'est une référence, c'est un chef d'orchestre remarquable, quoi. Donc Florent Emilio Siri, la filmographie de Florent Emilio Siri, ça part dans le panier, quoi.
Otage, avec Bruce Willis, un des meilleurs films de Bruce Willis, avec Bruce Willis en tout cas dans les années 2000. Clo-Clo, un des meilleurs biopics, tout international, voilà, confondu. Clo-Clo, un super biopic. Qu'est-ce qu'on a donc? L'ennemi intime, voilà. Bref, peu importe. Florent Siri, c'est génie. Génie. Allez, on passe à la suite. Cric, crac, on passe à l'attaque. On va pas y rester longtemps. Hein. Il y a des films. Oup. Pouf. Voilà. Deadpool et Wolverine de Sean Levy. C'est pas bien. Allez, on passe à la suite. Non, bref, Deadpool et Wolverine, c'est un film TikTok, quoi. C'est le film dans l'air du temps. Mais qui est vide de sens, vide de tout, qui est naze, qui chie sur tous les personnages qu'il est censé représenter. Il n'y a aucune dramaturgie, aucune mise en scène, aucune scène spectaculaire, c'est du vide intersidéral, c'est naze, c'est horrible. C'est horrible, et que ce film-là soit devenu un phénomène culturel tel qu'il est devenu, mais pour moi c'est un phénomène culturel extrêmement éphémère en réalité, parce que ça joue sur cette culture du vide, et de la réaction, quoi. C'est fait pour être des clips de 20 secondes à mettre sur TikTok, pour être reproduits, pour créer des trends. C'est le cancer du cinéma, tous les Wolverine pour moi. Rien à dire de plus, c'est bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, mais vraiment, c'est parce que du coup après derrière ça participe à niveler tout le genre super-héroïque par le bas, quoi. Tu peux pas ramener des gens en disant ouais mais les super-héros, vous savez, ça, parce que pour moi c'est ça aussi, les super-héros, c'est quand même de questionner aussi des choses sur la condition humaine, sur la question, voilà, de l'identité, de la manière dont on gère des traumas. Chaque héros, je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque héros normalement il a un trauma initial qu'il transforme, et c'est le processus de résilience, et qu'il transforme donc souvent c'est le trauma qui lui donne en plus ses super pouvoirs, et qu'il transforme pour venir en aide au plus grand nombre. C'est ça en gros le schéma super héroïque. Il peut y avoir aussi une dimension shakespearienne, il peut y avoir une dimension de dramaturgique énorme, ça permet d'étudier, de flirter avec différents genres. Un des super-héros qui a été le mieux exploité au cinéma, étonnamment, c'est le plus terre-à-terre, c'est Batman. Mais il y a tellement de choses à faire avec ce genre super-héroïque. Là, ça participe juste à dire que le truc de super-héros, c'est juste crétin, enfantin, bête. Et c'est une catastrophe, quoi. En tant que fan de cinéma et en tant que fan de super-héros, et dans la volonté de les voir s'incarner, pour moi c'est une mythologie à part entière, les super-héros. Là c'est chier dessus, quoi. C'est vraiment un blasphème de chaque instant. Ça m'a vraiment... Alors oui, il y a certaines vannes qui peuvent faire marrer, mais bon, non, quoi, je veux dire... Non. Deadpool et Wolverine, c'est à jeter de fou, quoi. Voilà, on passe à la suite, ça suffit maintenant. C'était ça le suivant? J'ai pas vu d'autres films après? Attendez, il me semble qu'il en manque. Ah, il en manque un. Ok, c'est lui. Pour le coup, je sortais de Deadpool et Wolverine quand j'ai vu Alien Romulus, et je me suis dit, enfin, on prend un peu les choses au sérieux. Alors, je suis pas sûr que ce soit un film qui finira dans mes films de chevet, mais assurément, c'est un film bien fait et correct, je trouve. Voilà, c'est tout. Je vais pas non plus crier au chef-d'œuvre, ni même me dire que c'est aussi bon que ce qui a été fait auparavant par Cameron ou par Ridley Scott, mais en même temps, v'là les noms, quoi. Mais c'est un film décent. Voilà, c'est un film décent qui fait pas... c'est pas Star Wars 7, voilà. J'ai fait une critique dessus. C'était une des premières que je faisais en septembre. Je suis assez d'accord avec ça, quoi. C'est un film de mise en scène, c'est un film qui m'a fait flipper, qui m'a fait ressentir des trucs, où je me dis, ouais, putain, et c'est la mise en scène qui me fait ressentir quelque chose. Les scènes de tension avec les face hunger là, qui arrivent dans un espace clos, l'exploitation de l'espace clos, la géométrie, l'angoisse que ça peut susciter et tout. C'est un film très correct, quoi. Là, tu peux te dire, on va se mettre samedi soir. Enfin, ça me choquerait pas, tu vois, de me dire, voilà, un samedi soir, qu'est-ce qu'on veut mater? Tiens, on a envie de se faire flipper un peu.
un truc un peu de SF, sur Alien Romulus, ça pourrait faire partie voilà, dans la DVD Tech, vous voyez, c'est un film qui peut être agréable à revoir, quoi. Après, est-ce que on choisit Alien Romulus ou est-ce qu'on choisit Alien 2 ? C'est une excellente question. Je pense qu'en complément, oui. En tout cas, si tu te fais une rétrospective Alien, il y en a plein que tu peux zapper. Mais celui-là, il a pas à rougir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Après, débrouillez-vous. J'ai pas pété, c'est le siège qui a fait ce bruit-là. Allez, on passe à la suite. On a bientôt terminé le tour d'horizon de l'année 2024. Ah, oui, mais oui. Pouf. Le suivant, c'était Beetlejuice. C'est pas très bien. Soyez honnête, c'est pas très bien. Mais j'ai comme dit, pareil, j'ai fait une critique dessus. C'est un film, j'ai un amour inconditionnel pour Tim Burton. Même si j'exècre la moitié de sa filmographie, en fait, depuis les années 2000. Et lui, j'ai trouvé que on retrouvait un certain plaisir de Burton à refaire du cinéma et en tout cas à créer des séquences. C'est un film résolument original, le mot est un peu fort, mais habité quand même, assez joli à regarder. Pour un Burton, c'était il y a longtemps, donc assez joli à regarder et avec des séquences assez marrantes en fait. Donc voilà. Faudrait que je le revoie. Je dis pas qu'il faut l'étudier, je dis pas que c'est le retour en grâce de Tim Burton, mais en tout cas c'est le retour du plaisir que Burton a à faire un film et ça se sent, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup de choses que globalement les choses que j'ai aimées dans le film l'emportent sur les choses que j'ai pas aimées. Je peux pas mettre ce film au même niveau. Je pense qu'objectivement c'est pas un film très bon, c'est même pas 5% de ce qui était le premier Beetlejuice et de ce qu'il représente dans la carrière de Tim Burton et dans l'histoire du cinéma. Beetlejuice c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais les petites choses que j'ai aimées dedans, et on peut pas le mettre au même niveau qu'Alice au Pays des Merveilles, on peut pas le mettre au même niveau que Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles ou n'importe quel Burton des années 2000, c'est supérieur de fou, mais 10 fois. Rien que ça, moi c'est quelque chose qui est un peu réconfortant, quoi. C'est un peu réconfortant, c'est un peu comme voilà, tu te dis ouais, il y a encore quelque chose chez Burton qui est encore vivant, qui est encore animé. Voilà, c'est un film animé, c'est dans le sens littéral de donner une âme. Il y a une âme dans ce truc là. Maintenant, c'est pas un très bon film. c'est pas très bien, c'est très très mal écrit. Donc faites bien ce que vous voulez. Moi c'est ce que j'en ai tiré en tout cas à titre personnel avec mon expérience subjective. Et c'est pour le coup un film où alors sans revoir tout le film, mais il y a des séquences que j'aurais peut-être envie de revoir, quoi. Voilà. Mais par contre c'est très mal écrit et ça va nulle part. Faut le savoir. Pourtant il y avait des choses, on allait dans le monde des morts, tout ça, etc. Il y avait plein de choses intéressantes. Toutes les choses intéressantes mises bout à bout, elles sont prises indépendamment, elles sont plutôt très intéressantes. Il y avait plein de choses à développer, plein de choses à faire, mais c'est ni fini à faire, quoi. Mais je crois que voilà, c'est ce que j'ai dit je me renvoie vers la critique que j'ai faite au moment de la sortie du film. Et voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà. Beetlejuice, ok. Après on va rapidement revenir en fait sur finalement sur les films que j'ai déjà traités en vidéo. Donc je vais aller un peu plus vite. Comme ça on va après derrière dans la deuxième partie, donc on va se regarder des trailers des films de 2025. Pouf. Juré numéro 2. Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Très bon film. Allez. Non, très très bien. Juré numéro 2, pareil, j'en ai parlé donc assez un peu plus longuement, donc je vais pas revenir dessus de manière trop explicative. Très bon film classique, quoi. En gros, pareil, c'est carré dans sa conception. Ça tient en haleine, c'est bien joué, c'est du cinéma à l'ancienne, entre guillemets, mais plutôt très correct, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est au-dessus de ce qui est proposé, et c'est mon image que je me fais d'un bon film où tu te dis, voilà, ça m'a presque rendu nostalgique en me disant, mais oui, mais en fait, ça devrait être le niveau normal, tu vois, c'est pas un chef-d'œuvre comme Eastwood a pu en faire des dizaines de chefs-d'œuvre. Ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça devrait être le niveau normal.
en fait d'un film. Tu dis voilà, bah, je vais au cinéma, je vais voir un truc, le pitch il est tenu, ça correspond. C'est ni plus ni moins ça. C'est le langage il est clair, c'est codé. T'as des questionnements moraux en plus qui sont très intéressants. C'est que tu cites le film, très très correct. Donc Juré numéro 2, vraiment, c'est un film où voilà, tu te dis voilà, on peut s'installer en famille, on peut regarder tout ça, ça va plaire un peu à tout le monde. Il y a un côté thriller, c'est ni trop ni pas assez, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, ça fait partie des films confortables entre guillemets où tu te dis voilà, il y a moyen, ça fait pas de vague, on va dire on peut pas crier au génie ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est à 100 coudées au-dessus de tout ce qui a pu être proposé quoi, dans le même genre. Donc très bien, Jérôme Modèle. Film qui pourra se revoir. Je l'ai vu 2 fois d'ailleurs. Je l'ai vu 2 fois et les 2 fois ça m'a fait le même effet donc. Hop. Le film suivant c'est The Substance de Coralie Farja. Excusez-moi, j'ai peut-être. Est-ce que j'ai fait ça? Coralie Farja, oui c'est ça. Bah pareil, je vais vraiment développer très longtemps dans la vidéo, donc je vous invite à regarder la vidéo correspondante. J'ai pas envie d'être méchant avec le film, surtout maintenant, attends, ça fait quand même un petit moment que je l'ai vu. Un petit moment, je sais même pas si ça fait 2 semaines. Si, c'est ça, ouais. J'ai aimé son côté Z, je trouve que le film a du mal à se positionner entre un côté à la fois film d'auteur un peu à la Aronofsky et film référentiel de genre. J'aime un peu les deux, donc ça fait un mélange un peu bizarre. Je l'ai trouvé juste trop long, mais après c'est pas... Non, je suis content que ce film existe en fait. Voilà, ça m'a pas forcément touché quoi que ce soit, peut-être qu'il faudra que je le revoie et je suis même pas sûr de vouloir trop le revoir, je suis pas sûr. Mais je suis content qu'un film pareil existe en fait. Qu'il puisse trouver son public, qu'il peut avoir un certain retentissement. Voilà, j'ai pas au-delà de... en enlevant tout avis subjectif, toute opinion subjective autour du film, bah, j'aime bien l'idée qu'un film comme ça puisse avoir un petit phénomène. Ça nous change des trucs un peu formatés. Voilà, il y a un point de vue qui est fort. Il y a des choix. Voilà, il y a clairement il y a un parti pris. Quoi. Il y a une mise en scène, il y a un truc, il y a une identité, il y a une personnalité, il y a un amour du cinéma qui semble évident et une certaine maîtrise aussi de ces techniques. Donc voilà, donc pas grand chose à dire, en tout cas de plus. Faites-vous votre propre avis si vous aimez le genre, si vous aimez tout ça, si vous aimez les films un peu choquants, si vous aimez être un peu dérangé et un peu dérouté, ça peut vous plaire vraiment. Quoi. C'est un film qui peut vraiment trouver son public et puis qui peut trouver quelque chose. Si vous cherchez un truc chelou, voilà, je cherche toujours maintenant, je sais pas si vous avez compris, mais je cherche à quel moment on peut revoir les films. Une fois que c'est une chose de voir un film une fois en salle, je trouve que voilà, rien ne remplace cette expérience de la découverte du film. C'est comme un premier rendez-vous, quoi, mais on veut savoir si on a envie de revoir ou pas. Moi, The Substance, je pense que c'est un film qui peut se partager dans le sens où si quelqu'un me dit j'ai envie d'un truc un peu bizarre, un peu d'être choqué, un peu d'un truc comme ça, je pense que, excusez-moi, je prends une position pas très orthodoxe, mais voilà, je me repositionne. Pardon. Oui, donc je me disais The Substance, je pense que c'est un film que je peux recommander en fait, même si je suis pas forcément un fou du film. C'est pas parce que moi il me touche pas personnellement que je peux pas me dire qu'il peut rencontrer. C'est des rencontres, hein, un film et un spectateur ou une spectatrice ou un groupe de spectateurs. Donc c'est un film qu'on peut recommander, je pense. J'enverrai pas quelqu'un en traître, mais c'est un film que je peux recommander, que je peux même redécouvrir avec quelqu'un que j'aimerais. Voilà, j'aimerais tenter cette expérience. En tout cas, je suis content que ce film existe et je sais qu'il existe et on verra s'il peut se positionner quelque part. Après, est-ce que c'est toujours pareil, c'est la même question qu'avec Hélène Remolus, est-ce qu'on regarde The Substance ou est-ce qu'on regarde les vrais classiques? En fait non, pourquoi pas, parce que ça apporte quelque chose en plus. Moi qui adore The Things ou qui adore les films bis des années 80, la dimension féminine quand même de The Substance, elle est
incontestable et elle apporte quand même une dimension supplémentaire. Je suis en train de changer d'avis sur le film, peut-être. Elle apporte une dimension supplémentaire à ça. Donc pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Vous voyez, je suis pas tranché sur ce Substance, même si mes réserves elles sont plus sur des choix et sur une certaine faiblesse scénaristique, à mon sens. Mais sur le positionnement du film ou quoi que ce soit, pourquoi pas, en fait. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Ah. Oh putain, excusez-moi, j'en ai oublié un. Et pas des moindres. L'amour ouf de Gilles Lelouch. Pas vous mentir, c'est un de mes films préférés cette année. Pour le coup, il y a tout ce que j'aime dedans. J'ai un point de vue fort, j'aime bien les fresques. J'aime bien le romantisme dans son sens le plus noble. J'aime bien les films qui se la pètent. En termes de comme The Substance d'ailleurs, hein, ça fait partie des films qui se la pètent entre guillemets avec des choix cinématographiques forts. Écoutez, on va juste se mater la bande-annonce, pareil, j'en ai parlé longuement, mais je l'adore premier degré le film. C'est pas tellement pour me conformer, hein. C'est pas un point de vue conformé, je l'ai vu vraiment de manière très neutre et sans vraiment savoir si le film allait me marquer ou pas. Je sais que c'est un film phénomène. Même notamment auprès des jeunes et notamment sur TikTok ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qui est vachement repris. J'en suis le premier surpris, mais en même temps je trouve que ça parle de quelque chose d'assez universel, du premier amour, d'un amour très fort, etc. Donc c'est très romantique. J'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai pas trop envie de m'étendre sur cette question là, mais à coup sûr, c'est un film. On va se mater la bande-annonce juste parce que je veux honorer ce film que je trouve remarquable, quoi. Je trouve remarquable, touchant, émouvant, fort, interprété. Évidemment, le César pour Alain Chabat, sinon rien. Je sais pas pour le reste, je pense que tout le monde mérite un César. Si entre guillemets, il y a Monte Cristo, attention. Monte Cristo aussi mérite pas mal, mais sur l'amour ouf, notamment les révélations, les jeunes, Malik Frika et Mallory Vanek. Bien sûr, Alain Chabat. Si les Césars ne récompensent pas Alain Chabat pour son rôle dans l'amour ouf, s'ils le nominent pas déjà, c'est un scandale. Mais putain, donner un César à cet homme, ne serait-ce que... Déjà, faut juste donner un César à Alain Chabat, juste parce qu'il existe. Il faudrait un César à Alain Chabat, en fait. Voilà, juste le César de merci d'exister. Voilà, vous participez à faire rayonner l'humanité, le monde, tout ça. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Alain Chabat, parce que j'ai vu la tête d'Alain Chabat. Et donc automatiquement, voilà, déclaration d'amour. Donc donner un César à Alain Chabat juste pour être le meilleur Alain Chabat du monde, et aussi pour son rôle dans l'amour ouf, où il y a de bouleversant de tendresse, de vérité, de trucs comme ça. Je pense que c'est ça. En fait, c'est pas... Ma passion pour le film, c'est pas un truc tout à fait linéaire, c'est plus un ensemble de choses, quoi. Un ensemble de choses qui bouleversent. C'est un film qui s'infuse en toi et qui te touche, quoi, tout simplement. Alors, certes, c'est un film qui fait 2h40, mais c'est clairement. En tout cas, j'ai eu envie de le revoir. Voilà, j'ai juste pas eu le time parce que ça fait 2h40, mais c'est un film que j'avais volontiers envie de revoir, quoi. Hop, allez, on se met la bande-annonce. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Qu'on était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Tu bosses pour moi. Allô, mon amour, c'est pas moi, faut que tu crois. Je peux te voir, Jackie? Elle est mariée et elle est heureuse.
Parce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi. Et c'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! L'amour, mais pour vous dire... Hein, pour vous dire à quel point... Hop, je me suis pris le bouquin carrément. D'ailleurs, ça aurait été un... Hey hey, idée en direct. Ça aurait pu être... Ça peut être un format intéressant, vu que j'ai... Donc j'ai... En fait, je me rends compte que j'ai acheté les bouquins sous de beaucoup de films que j'ai vus cette année. Donc j'ai Dune, L'amour ouf, et ainsi que Pauvre créature que j'ai fini, du coup, que j'ai lu. Et ça aurait pu être ça peut être un format intéressant. Je vais y réfléchir. Après, le problème, c'est que j'ai que 24 heures dans une journée et que 7 jours par semaine. Donc c'est un peu compliqué de tout réaliser. Mais ça peut être dites-moi d'ailleurs si ça peut être un format intéressant. Le livre versus le film. Ah, Monte Cristo également. Le livre versus le film, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de livres. Là, j'ai commencé un peu à le feuilleter, du coup. Il y a eu un vrai travail d'adaptation de Gilles Lelouch. Donc c'est finalement il y a pas il y a une âme, une identité un peu là-dedans, mais le film il a quand même sa propre identité, finalement son propre travail, et c'est tout à l'honneur de Gilles Lelouch, en plus d'avoir mis en valeur quand même le bouquin. Mais voilà, le film a sa propre identité et le bouquin est très différent. Mais voilà, donc je me demandais si justement faire ouais, je pense. On va y réfléchir. Je vais brainstormer avec mon équipe après le live. C'est-à-dire moi-même. Alors. Tac. Ensuite. Est-ce que j'ai rien oublié? Parce que là, je vois qu'on arrive... Hop. Oula, pardon. Tac. Voilà. Ben, on arrive au dernier que j'ai vu en date. En sachant que là, il me reste plus grand chose à voir, hein, clairement. Pof. Qu'est-ce qu'il me reste à voir? Moi, je pense qu'il me reste... Bon, attends, on va finir sur celui-là, hein, parce que... Bon, faut pas déconner. Touche. Voilà. Gladiator 2 de Ridley Scott. C'est nul. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est un nanar à 300 millions de dollars. C'est une ressucée du premier. Ça ressemble à... toutes les prods... je sais pas si vous avez la ref, mais... les prods Asylum, en gros, ou... Comment Ou Atlantic Rim pour Pacific Rim, voilà, à chaque fois on reprend un gros succès du moment, ou pas d'ailleurs, Transmorphers, tout ça, etc. Tous les rip-off un peu chelous, ça ressemble à ça, quoi. Pour le premier Gladiator. C'est moche, c'est pas spectaculaire, ça coûte très très cher, ça cartonne, contrairement à Furiosa, et là je suis furieux, parce que faut pas déconner. Ça m'énerve encore plus de mettez Furiosa à côté de Gladiator 2. Merde. Merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il se bat contre... Aïe. On va regarder on va pas regarder ça, hein, parce que je viens de tomber sur une image de Gladiator 2 où Paul Mescal, il se bat contre un singe numérique, immonde. Il n'y a qu'une seule manière d'apprécier Gladiator 2, c'est de l'apprécier sous l'angle du nanar, quoi. Je vois pas premier degré comment on peut apprécier ce truc-là. C'est de la merde, vraiment, c'est pas bien. Je veux dire, il n'y a rien à dire de plus, c'est pas bien, quoi. C'est une ressucée du premier, je vais me répéter, c'est pas beau. Le personnage de Paul Mescal n'a aucun charisme. Je dis pas que c'est Paul Mescal qui n'a pas de charisme.
Mais en tout cas, c'est son personnage qui est extrêmement mal écrit et qui n'a rien, qui n'a pas de trajectoire. En plus, il y a une filiation de merde façon Star Wars divine, qui a en plus l'antithèse du premier Gladiator, où Maximus était un nobody, justement, quelqu'un qui venait de nulle part, et qui renversait l'empire tyrannique de Commode uniquement par ses valeurs humaines. Par ses valeurs humaines et tout. C'était ça l'identité, c'était ça qui était fort aussi dans ce renversement. C'était Gladiator qui renversait le conditionnement, tout ça. Là, non, c'est clairement non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, donc c'est l'antithèse, ça chie sur tout ça. Merde, c'est pas bien Gladiator 2. Voilà. Et ça fait chier de s'arrêter là-dessus. En tout cas sur les films des années de cette année, ça fait vraiment chier. Voilà. Bon, globalement quand même. Globalement l'année était assez moyenne en fait. Non, il y a eu quand même beaucoup de films qu'on peut revoir. Et en plus, là j'ai parlé des films de 2024 qui sont sortis, mais j'ai eu la chance aussi de découvrir d'autres films antérieurs en fait, et dont j'ai pas parlé. Mais cette année j'ai découvert au cinéma Rashomon d'Akira Kurosawa, qui est vachement bien. C'est horrible de dire ça avec autant de décontraction mais Kurosawa c'est une référence hein, donc pour les cinéphiles, etc. Donc je pouvais pas passer à côté. J'ai eu la chance de le découvrir en salle, c'était une expérience incroyable. J'ai découvert La Dame de Shanghai d'Orson Welles, qui est une merveille de mise en scène. J'ai regardé Vertigo, Your Name, donc je les ai regardés simultanément, donc il n'y a aucun lien entre les deux, mais c'était juste qu'ils étaient sur la plateforme de France TV. Voilà, je vous dis tout. Et donc voilà, découvrir le Hitchcock, même si l'histoire m'a pas forcément touché, évidemment, je reconnais ses qualités visuelles et qu'il y a des choses incroyables. Your Name, qui est bouleversant, quoi, qui est juste... Donc c'est des choses que tout le monde sait, mais que moi au moins j'en ai fait une expérience subjective, transformer l'expérience collective en une expérience subjective, donc voilà. Donc globalement, voilà, j'ai kiffé cinématographiquement l'année, j'ai redécouvert et j'ai pu, en plus, le fait d'en parler, de transmettre et de communiquer autour de ça, ça n'a fait qu'alimenter cette passion et ce feu et cette envie de découvrir et cette... pas rentrer dans un certain snobisme, mais au contraire d'avoir ce plaisir pur de se retrouver au cinéma, de découvrir les choses, de s'imprégner quoi du langage, de ce genre de choses. Donc vraiment globalement le cinéma c'est cool, donc allez au cinéma autant que vous pouvez, choisissez bien les films, éduquez-vous à vos goûts, savoir ce que vous recherchez au cinéma, et allez-y quoi, allez-y, c'est une expérience trop cool, c'est quelque chose qui est en voie de disparition, où on perd l'appréciation de ce qui fait en fait une bonne œuvre ou quoi que ce soit, de ce qui fait le langage, et donc c'est pour ça, c'est important quand même de continuer à préserver cette envie là. Donc allez au cinéma quoi, allez au cinéma même 1 à 2 fois par an, si c'est pas plus quoi, mais essayez de choisir un bon film, et voilà, et vous regretterez pas quoi, ça fait une super sortie. Je sais que c'est un budget, je sais que c'est pas toujours évident, surtout si on a une vie de famille, si on a ce genre de choses. J'ai la chance voilà de ne pas avoir ces contraintes là, mais bon, on peut essayer quand même, au lieu d'aller faire du shopping, au lieu d'aller faire d'autres choses, pourquoi pas. Bon, ceci étant dit, donc on a fini sur les films de l'année 2024. Moi il me reste un film à voir, hein, mais bon, ça arrivera vraiment à la toute fin de l'année, c'est le film d'animation autour du Seigneur des Anneaux, La Guerre de Rohirrim. Parce que, est-ce qu'il y a besoin de le dire pourquoi ? Non, il n'y a pas besoin de dire pourquoi. On va juste se mater à la bande-annonce, parce que voilà, c'est une dernière attente de cette année, à moins qu'il y ait une surprise. Je voulais voir le Here de Robert Zemeckis, mais comme c'était un film un peu exigeant, il est un peu loin de chez moi quoi. Il faudrait que j'aille faire quelques kilomètres pour aller le voir. J'ai ni le temps ni la thune de me permettre de faire ce genre à ce stade-là de l'année. Donc c'est un problème, mais bon, donc ce sera le Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas, si vous avez vu d'ailleurs Here de Robert Zemeckis, à me faire part de votre opinion sans me spoiler s'il vous plaît. Mais je serais très curieux, parce que c'est un film qui me donnait vraiment envie, et je sais que les films de Zemeckis, c'est cool de les voir en salle quoi, parce que c'est des expériences. Bienvenue à Marwen, c'était super quoi,
c'est des films qui sont trop cool à voir en salle parce que c'est quelqu'un qui expérimente, mais dans le bon sens du terme, pas dans un côté un peu. Enfin, je sais pas, j'adore Robert Zemeckis. Pour moi, justement, c'est un drame que Ridley Scott soit à ce point adulé et que Zemeckis soit à ce point mis de côté. Parce que des films comme même The Walk ou des trucs comme ça, c'est remarquable, quoi, c'est super. Il y a un désir de cinéma qui est encore très neuf, une envie de renouveler en plus le langage chez Zemeckis. On va regarder la bande-annonce de Here d'ailleurs, comme ça je me remue le couteau dans la plaie de pas pouvoir voir le film en salle, et ça c'est vraiment un problème pour moi parce que est-ce que je peux le résoudre ce problème? Attendez, on va voir. Problème, solution, mais bon. Après, malheureusement, j'ai aussi... Hey, Dad. Like to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take a straight and stronger course to the corner of your life. 'Cause it's time in time with your time, and this news is captured. Right here is where we want to be. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. It's time in time with your time, and this news is captured. This was our home. We lived here. Mon Dieu que ça a l'air génial. Mon Dieu que ça a l'air génial. Bon, je verrai plus tard si y a pas quelque chose à faire. Peut-être. Bon, allez, on verra. Le Seigneur des Anneaux tout de suite. Ah là 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 là, cette musique, messieurs dames. Toute la terre du milieu connaît la légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt, Cavalier de la Marche, frère du roi, naquit une autre légende. en avant! Nous avons une proposition pour renforcer le Rohan. Hera, fille de Helm, moi, Wolf, suis venu demander ta main. Nos pères s'entretiennent comme si je n'étais pas dans la pièce. Je n'ai nulle envie de t'épouser. Tu ne désires pas une alliance, tu désires un trône. Tu vas regretter tes paroles, vieil homme. Il est mort. Vous paierez sa mort de votre vie. Le garçon que j'ai connu n'aurait jamais souhaité la guerre. Ce garçon n'existe plus. Ils sont si nombreux. Je m'engage à me battre pour mon roi. Tu ne sais rien de la guerre. Je suis la cavalière la plus rapide que vous ayez. Le peuple a besoin d'espoir, Hera. Besoin de croire en quelque chose. Ma fierté, ma joie. Tu pourrais gouverner le monde. Tu penses que j'ai peur de toi? Tu devrais. Qu'est-ce que le Mordor veut faire de ces anneaux? 11 décembre. Ah, mais c'est imminent. Je pensais que c'était plus tard que ça. Ok. Bon, ben moi,
Je sais ce que je fais en décembre. Voilà, donc on va bien finir l'année quand même. Au moins, je finirai pas sur Gladiator 2. Après, je sais pas ce que vaut le film, mais ça a l'air vachement bien, quoi. Ça me parle de fou. J'ai pas besoin de, je vais pas argumenter davantage. Hop. Voilà. Bon. Donc, ah oui, en termes de reco 2024 aussi musicalement. Il y a eu des choses, j'en parle vite fait, mais que j'ai écouté des albums entiers. Moi, j'aime bien le rap français, par exemple, enfin rap francophone. Et également, donc je vous recommande dans des albums francophones l'album de Damso, J'ai menti. Super, incroyable. Incroyable d'écriture et musicalement, il est extrêmement fort, extrêmement varié. Et il va puiser en plus dans de la musique tribale ou de la musique aux influences africaines. Et donc c'est super, quoi, c'est super. Et en termes d'écriture, c'est d'une profondeur incroyable. Donc Damso, J'ai menti. Gringe, hypersensible. Peut-être un peu inférieur musicalement par rapport à Damso, mais Damso en même temps il est là. Mais Gringe, pareil, super projet par rapport à Enfolune que j'avais déjà bien aimé, malgré tout ce qu'il peut même lui-même en dire, même si le projet était imparfait. Pour le coup, hypersensible, c'est un projet très bien cadré et juste très touchant, quoi, très varié, musicalement fort. Donc voilà, c'est 2 albums que j'ai écouté pas mal. Damso, c'est sorti là, il y a 2 semaines, donc même pas une semaine, je suis encore dedans. Poppy Fusée aussi, vachement bien. Better Place, découverte de cette artiste. Super, que j'ai beaucoup écouté. Voilà, donc 3 recos. J'en ai un peu plus normalement, mais voilà. On va s'arrêter sur les 3 recos. Et coucou, c'est Biscotte. Merci si vous êtes arrivé jusque là, c'est soit que vous avez regardé la vidéo en entier, soit que vous vous êtes endormi. Mais dans tous les cas, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. Là, j'arrête les vidéos pendant un petit moment pour pouvoir brainstormer tout ça. Et je reviendrai en 2025 avec de nouveaux concepts, de nouveaux formats. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ça. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin d'année, plein de belles choses. Et on se revoit en 2025. À ciao! Détends-toi avec Biscotte,